Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi midi. Je viens de terminer de déjeuner en speed puisque nous venons de clôturer le live du mois du mars. Nous faisons un live avec Marie du compte Luciole Books et Manon du compte La Lecture de Maud et Manon tous les premiers mardis de chaque mois. Et là c'était le troisième live. Là c'était le Ouais, c'est ça, c'était le troisième live consacré du coup aux sagas. Non, deuxième ou troisième? Moi, je suis perdue. Bon, bref, consacré à nos sagas coup de cœur. Donc, clairement, on a un peu tout passé en revue. Les McCoy, Lucinda Riley, les détectives du Yorkshire, la saga de Nicolas Beuglet. On a aussi parlé de la Villa aux Étoffes, etc. Enfin bref, et du coup, c'était plutôt cool et on a eu de jolis échanges avec Fanny de Elle Booking, Marie de Ma Jolie Bibli, Sophie du Café des Livres, enfin voilà les fidèles qui sont là assez régulièrement sur les lives. Donc c'était une heure d'échange assez chouette. Clairement ça m'a donné envie de sortir La Villa aux Étoffes de Mappal puisque j'ai les 3 premiers tomes que je n'ai pas commencé. Les détectives du Yorkshire aussi, ça m'a bien tenté, donc voilà, comme d'hab, à l'issue du live, à chaque fois pendant le live, je note un petit peu sur un carnet les différents titres qu'on mentionne et comme d'hab, bah voilà, ça me donne envie de me procurer d'autres livres, comme si je n'en avais pas assez. Donc c'était un échange plutôt cool, échange que vous pouvez retrouver sur le compte de Marie, donc Luciole Books, puisque le live est en replay. Et on se retrouve du coup tout début avril pour un prochain live, le premier mardi d'avril. Je ne sais plus quand ça tombe, j'ai pas de calendrier sous les yeux, mais dans tous les cas on vous redira. J'ai commencé hier Alabama 1963. Je suis bien prise dedans. Hier pourtant je me suis couchée tard, je me suis couchée à minuit, mais pour autant je me voyais pas me coucher sans mes quelques petites pages de lecture et franchement mais j'avais envie d'enchaîner en fait. C'est un super début de lecture. Alors je vais pas vous en dire plus parce que voilà, j'ai lu 40 pages. En parallèle, je continue toujours activement La vie selon Hope Nicely. Et voilà, mais du coup, c'est 2 lectures dont je pourrais un peu plus vous en parler, je pense, demain. Puisque je vais pas mal lire ce soir. Et voilà, mais c'était juste là un petit coucou de début de vlog que je voulais vous faire. Et voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Et je vous retrouve demain. Ouais, on va dire demain avec du coup un petit update de mes lectures de ce soir. Bonsoir tout le monde, nous sommes mercredi soir. Il doit être pas loin de 23h. Je vous reprends après une bonne petite séance de ciné. Je suis allée voir Compagnon, un film avec Agnès Jaoui, puis Omar Maï, notamment autour des compagnons du devoir. Et franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, les compagnons du devoir, et voilà un petit peu tout ce qui gravite autour des différents métiers des compagnons du devoir, franchement je vous le conseille, et pas que les métiers, hein, les valeurs aussi qui sont derrière les compagnons du devoir. Franchement c'est un film que je vous conseille. Il dure 1h50 mais franchement on ne voit absolument pas le temps passer. L'histoire est plutôt cool. Alors histoire, c'est vrai que c'est un peu vu et revu dans le sens où c'est une nana de banlieue qui s'appelle Naël qui du coup va un petit peu sortir de l'ambiance de son quartier et qui se retrouve à passer un CAP auprès des compagnons du devoir pour devenir maître verrier. Et donc le formateur c'est Pio Marmaille, sauf qu'en parallèle elle se retrouve embriquée dans un gros merdier de trafic de stupes, à devoir 6 000 € à des gros dealers de son quartier. Et voilà, donc je vous raconte pas tout, mais vraiment le fond du film, c'est malgré tout les compagnons du devoir. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans Alabama 1963, dans la version éditée au Cherche Midi.
page 156, il me reste tout ça que je lis donc en lecture commune avec plusieurs autres lectrices. Toutes on est assez porté par cette lecture et on a toutes beaucoup de mal le soir à fermer le livre. Ça se lit super bien. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, on part du coup de l'assassinat d'une petite fille noire donc en Alabama dans les années 60 en pleine ségrégation raciale toujours à cette époque là-bas. Et du coup en fait on va suivre Bud, je crois que c'est ça le nom de l'enquêteur, ouais c'est ça, Bud, parce qu'en plus Bud est alcoolique et du coup à chaque fois je fais le lien entre le nom Bud et la bière, vous savez, la bière, la Bud. Et donc du coup c'est un détective qui est vraiment méga alcoolique et qui du coup est mandaté par les parents de cette petite fille noire disparue pour retrouver l'assassin de leur fille. Et en parallèle on va suivre Adela qui est une femme noire qui se retrouve engagée par ce détective pour faire un peu son ménage. Mais en fait Bud se rend vite compte, donc Bud est blanc et il se rend vite compte que pour mener l'enquête dans la communauté, au sein d'une communauté noire, c'est pas mal d'être accompagné d'une personne du coup qui fait partie de cette communauté. Et en fait du coup Adela va passer du statut de femme de ménage à secrétaire de Bud, pseudo-enquêtrice, enfin l'accompagner en tout cas tout au long de son enquête. C'est assez drôle. Moi ça me fait penser à une espèce de doux mélange entre La couleur des sentiments et Là où chantent les écrevisses et My Absolute Darling. Pour moi c'est un peu le mélange de tout ça, même dans le style d'écriture. C'est dur, c'est assez franc du collier, c'est très amer aussi, mais en même temps c'est aussi assez drôle, je trouve. Voilà, donc franchement pour le moment une excellente lecture qui présage du coup une suite tout aussi excellente. La vie selon Hope Nicely, j'ai bientôt fini, il me reste juste ça, donc je vais sur le terminer. En fait je pense que les deux là dans tous les cas, je vais les finir avant la fin de la semaine, c'est certain. Et je me suis fait une petite commande sur Vinted. En fait ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas commandé de livres. Et j'ai fait des recherches sur les derniers livres parus. Et je suis tombée sur... Non mais c'est super bien emballé. Je suis tombée sur un livre paru très récemment. Je pense il y a un mois à peu près. C'est le dernier Michel Bussy, Nouvelle Babel, qui est en excellent état. Bon, il est juste un tout petit peu plié sur le dos, mais franchement il est en super bon état. Il est vendu 21,90 dans le commerce et je crois que je l'ai payé 10 balles. Donc franchement ça va. Je sais pas si vous l'avez lu. Après je l'ai vu circuler quand même pas mal sur Instagram, édité aux presses de la Cité. Et il me semble, voilà c'est ça, on est en 2097 sur une île privée paradisiaque inaccessible. De paisibles retraités sont assassinés. 3 policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. Petit roman d'anticipation qui clairement peut faire penser à ce qui se passe déjà aujourd'hui avec les nouvelles technologies où clairement il n'y a plus de frontières palpables en fait et que beaucoup de choses se passent sur le net au final. Donc franchement je pense que je vais passer un bon moment. J'ai pas trop voulu lire les retours sur ce Michel Bussy pour ne pas être trop influencée et me dire oh en fait non oui, enfin voilà. Ça commence en Polynésie. Trop bien. Enfin bref, voilà ma petite réception. Aussi étrange, inattendu ou effrayant qu'il soit, tous les lieux évoqués dans ce roman existent. J'ai essayé d'en proposer une description la plus précise possible. Bon voyage, pour vous téléporter, il suffit de tourner la page. J'adore. Trop bien.
Ça commence en Polynésie. Oh là là. Bref, ouais, je suis contente. Je suis contente de d'avoir trouvé ce roman. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous, voilà, avec la suite de ma lecture. De ma lecture d'Alabama. Bah, voilà, j'espère toujours que vous passez une bonne semaine de lecture. Là, sur le Murder Party Challenge, donc on a des groupes de discussion. Et en même temps, on a... Attendez, je vais éternuer. Et en même temps, on a créé des templates pour pouvoir mettre... Ah, non, c'est bon. Pour pouvoir mettre, du coup, les lectures au fur et à mesure, etc. Et franchement... Mais vous êtes nombreux à être au taquet avec ce Murder Party Challenge et à avoir déjà lu beaucoup d'ouvrages sur les 16. Moi, je crois que j'en suis à... Du coup, avec celui-ci, ça fera le 5e sur 16 à terminer avant le 15 avril. Donc, dans... Oh là là, il me restera un mois, le 15 mars. Oh, c'est chaud pour lire 11 livres. Je viens de me rendre compte que c'était méga chaud en fait. Il va falloir que j'active clairement la cadence. Je vous laisse, je vous reprends plus tard, je vais me coucher et je vous reprends demain. Un petit coucou de milieu de journée de jeudi aujourd'hui. Je suis repassée chez moi puisqu'il y avait une société qui devait venir pour réparer mon chauffe-serviette. Et du coup, en attendant qu'il fasse l'intervention, je me suis dit, allez, vas-y, je me cale sur l'ordi, je commence mon montage, j'envoie 2-3 mails, et surtout, je m'étais dit, je pourrais avancer 1 ou 2 chapitres d'Alabama 1963. Ce livre me donne vraiment du fil à retordre sur mes temps de lecture, parce que clairement, mais je vous en avais déjà parlé précédemment, quand j'ai des livres comme ça, où je suis un peu au taquet, où vraiment j'ai envie d'avoir, vous savez, un temps de lecture énorme. C'est genre avoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour venir à bout du livre parce que j'ai envie de l'avaler, j'ai envie de le gober, j'ai envie de vraiment d'en finir, pas parce que il ne me plaît pas, mais parce que justement, au contraire, il me plaît énormément. Et en fait, là, je me suis dit, alors attends, les réparateurs sont là, pour combien de temps ils vont en avoir? S'ils en ont pour 5 minutes, franchement... Ah, frustration totale de lire Alabama juste pendant 5 minutes. Mais ça se trouve, ils en ont pour 1 demi-heure, 45 minutes. Donc je vais me poser, mais en même temps, ce que je vais me poser vraiment, tout en sachant que peut-être à un moment, ils vont me dire, ça y est, madame, on a fini. Ah, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Bon, bah du coup, j'ai pas lu Alabama 1963. Mais je suis vraiment en complète frustration avec ce livre parce que je le trouve absolument génial. On en parlait avec Manon et elle me disait, et je trouve que sa réflexion était assez juste, comment font-ils pour écrire à 4 mains et pour avoir cette uniformité dans l'écriture et l'histoire. Et du coup, ouais, pour moi, ce livre est synonyme de frustration parce que vraiment, si j'avais eu le temps cette semaine de lire et si j'avais pas eu d'autre chose à faire que ça, franchement, je pense qu'en 24-48 heures, il était fini. Mais comme certaines d'ailleurs du groupe de lecture commune qui nous ont dit, voilà, moi c'est bon, en 48 heures, enfin voilà. Et d'ailleurs, la réflexion qu'on s'est faite, c'est non, mais en fait, de s'être mis 3 chapitres par jour, c'est clairement juste intenable dans le sens où on va carrément au-delà des 3 chapitres. Voilà, donc là, j'en suis à... Ah, vous voyez, j'en suis à moitié, je l'ai commencé... Oh là, peut-être que je me calme, là. Je l'ai commencé lundi, on est jeudi, mais je me dis, c'est pas possible, quoi, d'être à 4 jours de lecture, encore à 6 niveaux. Mais c'est juste que je manque de temps et tant pis, en fait, je me dis ce soir, je vais dire à mon mec, et tu sais quoi, là, tout le monde est couché, on est tous les deux, fais ce que tu as envie de faire, mais là, moi, je vais lire jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Je ne fais rien d'autre, en fait. Pas d'administratif, non, pas de film, non, pas de série, juste ça, en fait. J'ai très envie de faire ça. Voilà, bon, bref, la frustration de lectrice est partagée. Je vais retourner travailler au taf puisque les réparateurs viennent de partir. Et je vous retrouve plus tard. Et je vous retrouve rapido, juste après la séquence précédente, en fait. Je viens de passer à la boîte aux lettres. Et j'ai un petit colis, une petite réception de chez HarperCollins, je crois. Ah, trop bien!
Oh, mais trop bien! Ah, mais je pensais pas le recevoir aussitôt. Je pensais même pas le recevoir. Un Cédric Cyr, La mort en tête. Oh là là, trop bien. Alors, il faut que je lise absolument Vindicta, puisque je l'ai vu circuler chez Sophie du Café des Livres. Je l'ai vu circuler chez Eline, mes livres de poche. Et toutes les deux ont adoré. Sophie parle de Page Turner. Alors, Sophie avait deviné la fin du bouquin, mais en fait apparemment c'est quand même malgré tout une pépite, hein. Ça se lit super rapidement. Enfin, Cédric Cyr, de toute façon, de ce que j'ai entendu, c'est un peu un écrivain de thriller de talent. Et du coup, je suis trop contente d'avoir ce deuxième dans ma palle. Alors du coup, Vindicta, je vais le lire dans le cadre du Murder Party Challenge. Celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit. La mort en tête. Je vous avoue que le titre, j'en avais pas entendu parler de celui-ci. Je crois que son dernier, c'est La saignée. Je sais pas de quand il date celui-ci. Je regarderai. En tout cas, de quoi ça parle? À Drancy, en Seine-Saint-Denis, la séance d'exorcisme d'un enfant de 8 ans tourne au drame. Appelée sur les lieux, Eva Svarta de la brigade criminelle rencontre Dorian Barbarossa, un journaliste à sensation qui vit depuis des années avec une balle calibre 22 dans le crâne. Il affirme avoir tout filmé ou presque. Depuis, l'enquêtrice est hantée par les mauvais rêves et par l'impression d'être épiée. Le danger rôde, y compris pour son compagnon, le commandant de police Alexandre Vauvert, impliqué malgré lui dans une étrange affaire. Entre Paris et Toulouse, le couple se retrouve en bien mauvaise posture. Leur monde s'apprête à basculer, pas comme ils s'y attendaient, car cette fois ce sont eux les proies d'un tueur psychopathe. Non mais trop bien. Donc l'histoire de ce couple, donc en gros, séance d'exorcisme d'un enfant. Eva va sur les lieux, elle rencontre Dorian, un journaliste qui du coup, a priori, a filmé toute la séquence. Et à son mec, du coup, à Eva, Alexandre, qui est commandant de police, et qui va être impliqué dans une étrange affaire. Ah là là, je suis trop contente. Et puis la couverture, je la trouve canon avec du coup donc là, on voit le profil d'un homme avec cette balle, du coup, calibre 22, j'imagine. Donc le profil du journaliste, avec la balle calibre 22 logée dans son crâne. Trop bien. Bon bah super, et je suis trop contente de cette réflexion, de cette réception. Merci beaucoup aux éditions HarperCollins, et dites-moi si vous avez lu ce Cédric Cyr, La mort en tête. Je n'en avais absolument pas entendu parler et ça me donne encore plus envie de découvrir cet auteur très rapidement. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, fin de semaine, dernier jour avant le week-end. Je vous reprends rapidement, je suis sur ma pause déj. Et je suis allée à ma boîte aux lettres et ma réaction fut sans appel quand j'ai vu qu'il y avait ce colis dans la boîte aux lettres qui est absolument énorme et qui me vient de la part des éditions Lattès. Donc merci infiniment les éditions Lattès pour ce big colis. Du coup je ne pouvais pas attendre, en fait je voulais l'ouvrir, en même temps je me suis dit ah non mais faut que je l'ouvre en vidéo, bien sûr. Alors, on a 3 ouvrages. Alors, on a de John Grisham, le cas Nelson Kerr, le plus grand auteur de thriller contemporain de Ken Follett. Et c'est cet avis qui m'a convaincue vraiment avec ce thriller à découvrir. Je connais pas du tout l'auteur. Il me parle juste parce que il a écrit L'affaire Pélican et il me semble que L'affaire Pélican ça a été quand même un sacré best-seller. Je l'ai pas lu hein, mais du coup le titre me dit vraiment quelque chose. On est sur quoi? Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann, venu présenter son best-seller, le cyclone Léo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thriller. Mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête.
Qui voudrait la mort de Nelson? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc? Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante que toute celle dénoncée par Nelson dans ses précédents écrits et bien plus dangereuse. Trop bien. Le cas Nelson Carr de John Grisham. Ça a l'air vraiment bien. Je crois qu'il... Ouais, c'est ça, il est sorti là, il y a le mois dernier, en février. L'affaire Pélican. Il faut vraiment que je me rencarde parce que ça me dit vraiment quelque chose. Je me demande même s'il n'y a pas eu un film sur l'affaire Pélican. Ça me dit trop quelque chose. Ah ouais, non, mais il a écrit gavé de livres. Il y en a plus d'une vingtaine, en fait. C'est énorme. Tout ça. Le mec est prolifique, hein, quand même. Trop bien. Hop. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'il est pas... Il est pas bien gros. 330 pages. Cool. Ensuite, ça fait un peu pochette surprise. Les fameuses pochettes surprises, vous savez, c'était dans des cornets un peu comme ça, qu'on achetait en boulangerie. Eh, mais je suis encore éternuée. Eh, mais c'est pas possible, à chaque fois que je tourne une vidéo, j'éternue. Oui, un peu les pochettes surprises qu'on avait quand on était enfant. La vie est pleine d'hippopotames d'Annette Bjergfeldt. La couverture, je l'adore. Lorsqu'Hannibal achète une maison sur l'île danoise d'Amager en 1921, il rêve d'une existence pleine de musique, de création et de sentiments. Mais pour son épouse, la contorsionniste russe Varenka, le temps des miracles a pris fin au moment où son premier amour a disparu dans la gueule d'un hippopotame. Un hippopotame qui, pour couronner le tout, aurait dû être un éléphant et la nouvelle star du cirque de son père. Depuis, elle préfère jouer aux courses de lévrier, ce qui n'est guère romantique aux yeux d'Hannibal. Si la fille d'Hannibal et Varenka, Eva, hôtesse de l'air glamour et vaguement médium, découvre l'amour lorsqu'elle s'éprend de Jan Gustav, un dresseur de pigeons suédois, c'est à ces petites filles qu'Hannibal transmettra sa quête de passion et de beauté. Les jumelles Esther et Olga se disputeront le titre d'artiste de la famille. L'une sera peintre, l'autre cantatrice. Quant à Philippa, leur sœur aînée, elle ne songe qu'à devenir la première femme cosmonaute. Non mais, est-ce qu'il est pas dingue ce résumé? Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Où il est question de contorsionniste d'un hippopotame qui aurait dû être un éléphant, de cirque, de course de lévrier, de médium, de dresseur de pigeons, de cantatrice, de peintre, de cosmonaute. En fait, je pense que c'est une histoire familiale sur, j'imagine, plusieurs années. Mais du coup, enfin, je sais pas, ça doit être drôle, ça doit être... Ils disent roman ensorcelant et inoubliable sur la poursuite du grand amour. Non mais énorme. La vie est pleine d'hippopotames. Dites-moi si pour vous la vie aussi est pleine d'hippopotames. Et le troisième roman, Comment j'ai tué ma famille de Bella Macchi. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de s'en débarrasser aux éditions du Masque. Aussi hilarant que noir, magazine Elle. Alors, c'est un thriller plein d'humour noir. Donc il y a en fait le petit listing de ce qu'il faut faire pour tuer sa famille. Donc 1, tuer ma famille. 2, réclamer leur héritage. 3, m'en sortir. 4, adopter un chien. Telle est la liste des priorités de Grace Bernard, anglaise, 28 ans, des loups-boutins aux pieds. Sauf que, en ce moment, et à son grand regret, elle arbore plutôt l'uniforme terne et plastique de la prison de Limehouse. Comme quoi, planifier l'assassinat de chacun des membres de sa famille dès le tendre âge de 13 ans n'est pas toujours gage de réussite. Et franchement, se voir condamné pour un meurtre que l'on n'a pas commis lorsqu'on en a mené à bien 6 autres, cela manque un peu de panache. Mais pas question pour Grace de se coltiner sa pénible compagne de cellule jusqu'à la fin des temps. Elle compte bien l'emporter en appel et, d'ici là, quelle meilleure manière de s'occuper que de coucher son histoire sur le papier. Mais si bien sûr personne ne la lira. Même si bien sûr personne ne la lira. Oh, j'ai du mal. Rappelez-vous les points 2 et 4. Réclamer leur héritage, adopter un chien. Trop bien. J'adore. Ça me fait penser un peu à... la série là,
sur Anna quelque chose, cette nana là aux États-Unis qui s'est fait passer pour une riche héritière et qu'en a entubé plus d'un. Ça me fait penser à ça, un croisement entre ça et le diable s'habille en Prada un petit peu. Le côté la meuf en Louboutin qui défonce tout sur son passage. J'imagine bien un peu ce croisement en fait. Mince, comment c'est le nom de cette série? Bon bref, je vous la mettrai d'ailleurs, j'ai commencé à la regarder, je sais pas si vous avez commencé vous. J'ai commencé à la regarder et j'ai un peu de mal à rentrer dedans, j'avoue. Donc peut-être que les prochains épisodes, je crois que j'ai regardé les deux premiers épisodes, surtout au moment où elle rencontre la journaliste en prison et où la journaliste essaye de la convaincre de lui raconter son histoire pour pouvoir la publier. Mais je sais pas, j'accroche pas des masses. Alors dites-moi si vous l'avez regardée, si elle est bien. Peut-être qu'en fait il faut juste que je persiste un peu pour du coup que ça me plaise. Pardon, excusez-moi. Je vais peut-être pas commencer à lire maintenant. Du coup voilà, pour les 3 réceptions de J.C. Lattès, ce sont des livres qui sont sortis vraiment très récemment, entre février, et peut-être qu'il y en a un qui doit sortir là début mars. Il y en a février aussi, et celui-ci je crois que c'était février aussi. Il manque une page là. Il manque une page mars 2022, donc celui-ci sort ce mois-ci. Voilà, donc comme vous l'aurez entendu, mon chéri m'appelle pour manger. Du coup, je vous laisse là avec ces réceptions et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes samedi, il est midi. Je vous prends rapidement avant de filer manger une petite pizza en terrasse. J'ai terminé hier soir Alabama 1963, mais je me poserai ce soir pour vous en parler puisqu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce livre et il me reste un peu moins de 50 pages de La vie selon Hope Nicely. Donc je vais définitivement, je pense, ce soir pouvoir commencer un nouveau livre. Et ça, on adore. Voilà, c'était juste un petit coucou. Voilà, il faut que j'y aille. Il y en a un qui s'impatiente. Je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et comme convenu, je reviens avec un petit update sur Alabama 1963, écrit par 2 Français, Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est leur premier roman. Donc nous sommes, comme son nom l'indique, à Birmingham, en Alabama, en 1963. Un peu à l'époque où... Pardon, j'ai reçu un texto, du coup j'ai essayé de le lire en même temps. Un peu en fait où la ségrégation raciale est juste... fait partie en fait du quotidien, où les deux communautés et blancs et noirs sont bien séparés. Où il y a du coup d'un côté dans le bus les noirs et d'un autre côté les blancs. Où les commerces sont aussi séparés, où les quartiers sont très bien séparés, où en fait les deux communautés
ne se mêlent absolument pas, ne se côtoient pas, ne se parlent pas. Du coup, les femmes noires sont généralement les petites mains des familles blanches, donc ou femmes de ménage ou cuisinières. Elles font leur passage, elles gardent les enfants, elles gèrent les enfants, enfin bref. Et bien entendu, c'est la grande époque aussi du Ku Klux Klan. Et on arrive en fait au moment, l'histoire commence sur 2 pages d'une description assez... comment dire, ça nous plonge direct en fait dans l'ambiance où en gros il est décrit le corps d'une jeune fille noire qui est dans l'herbe et on comprend en fait qu'elle n'est pas du tout en train de prendre du bon temps mais qu'elle est juste morte et qu'il y a un scarabée qui lui sort de sa bouche qui remonte le long de son corps où sa jupe est relevée jusqu'au nombril. Donc on comprend assez rapidement que cette jeune fille a été violée, a subi des sévices et a été laissée là complètement morte. Et du coup, les policiers de la ville vont être mis sur l'affaire. Et en parallèle, un enquêteur qui s'appelle Bud, qui est un ivrogne mais notoire, qui passe sa vie allongé sur son bureau par terre ou sur son canapé, dans un bureau où c'est un capharnaüm mais ambulant, avec des animaux, enfin bref, vous imaginez le tableau, un gros dépotoir. Et en fait, les parents de la première fillette qui est retrouvée morte vont faire appel à Bud pour enquêter, puisqu'ils ont tout assez conscience en fait rapidement que les policiers de Birmingham, qui sont donc blancs, ne vont absolument pas prendre au sérieux cette enquête. Et donc Bud, lui, va se mettre à enquêter, alors avec les capacités qu'il a, qui sont du coup, de par son alcoolisme, quand même sacrément diminuées. Et en parallèle, nous suivons Adela, qui est donc une femme d'une bonne trentaine d'années, noire, qui a 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui vit dans un quartier noir avec son beau-frère Lazarus. Son mari est mort, et voilà, et ben pour s'en sortir, elle doit cumuler les ménages. Et en fait, elle a plusieurs familles où elle officie. Donc il y a Dorothy, qui est le cliché de la femme blanche qu'on a envie, mais de claquer. Mais vraiment, mais... Vous voyez, genre, ah, toi, tais-toi, quoi. Enfin, à chaque réplique de cette Dorothy, à chaque parole, on a envie, mais de la baffer. On a Gloria, qui est... une petite vieille plutôt fortunée qui au contraire considère Adela presque comme son amie, qui l'invite à venir s'asseoir à côté d'elle sur son lit, qui l'invite à partager un café, etc. On va voir une autre femme, mais dont je ne vais pas trop vous parler parce qu'elle apparaît plutôt vers la fin. Et en fait, elle va également se retrouver être la femme de ménage de Bud. Donc autant dire qu'elle a beaucoup de travail. Et que Bud va rapidement prendre conscience que pour accéder à la communauté noire et pour faire son enquête dans la communauté noire, ça peut être pas mal qu'Adela l'accompagne lors de ses interrogatoires et lors de ses petites enquêtes. Du coup, Adela va passer de la femme de ménage officielle à l'enquêtrice secrétaire de Bud officieuse. Bien entendu, ça ne va pas être vu d'un bon œil puisqu'il s'agit d'un blanc qui côtoie une femme noire et qui du coup ne sont pas forcément à pied d'égalité, mais en tout cas Adela n'est clairement pas la sous-fifre de Bud. Et voilà, donc en gros, vous allez avoir cette enquête pour tenter de découvrir qui enlève, viole et assassine des jeunes filles noires. Et en même temps, vous allez avoir cette relation vraiment très jolie et très profonde et prometteuse et épatante entre du coup ce détective alcoolique blanc et cette veuve femme de ménage noire en pleine ségrégation raciale. Et le livre mais passe à une vitesse, c'est-à-dire que vous commencez la page 1, vous en êtes à la page 50, vous avez l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, alors que non, ça fait 30 minutes que vous y êtes, mais ça passe tellement vite, il n'y a aucune page à enlever, il n'y a aucun dialogue à enlever. Les personnages, mais chaque personnage est fort et puissant, a vraiment des caractéristiques comportementales vraiment bien précises. Et ce duo, quoi, Bud Adela, mais que j'ai adoré.
Et on l'a d'ailleurs sur la couverture, là, cette petite bonne femme noire avec son tablier blanc et Bud, là, ce grand détective avec son chapeau et son flingue. Enfin, vraiment, ils sont attachants tous les deux et en fait... on se dit mais ouais c'est le symbole de quelque chose qui change parce que c'est vrai que dans les années 63 oui on est encore en plein dans la ségrégation raciale, le Ku Klux Klan fait carrément des siennes, mais on tend quand même vers malgré tout alors un apaisement, pas tant un apaisement mais on sent quand même, et le bouquin en parle bien, qu'on est en train de prendre un virage et que la ségrégation, pas sur la femme, mais en tout cas commence un chouï à décliner. Donc franchement, lisez-le. Alabama 1963, je comprends vraiment pourquoi la plupart des lectrices ont adoré ce livre. Alors bien entendu, il faut être un peu accroché parce que c'est vrai que Bud et Adela échangent beaucoup de traits d'humour entre eux. Voilà, par rapport au blanc, au noir, etc. Mais il y a aussi des personnages, notamment deux policiers, Walt et Edwin, surtout un qui, eux, ont clairement des réflexions lorsqu'ils découvrent les corps des fillettes noires, ouais, qui donneraient envie de vomir. Donc en fait, il y a à la fois ce côté très cru et très nauséeux, et à la fois aussi ce côté où on aborde cette ségrégation en prenant du recul et en faisant un peu d'humour là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vraiment, voilà, la seule grande question à poser, c'est comment ont-ils fait pour écrire un roman à 4 mains en réussissant à créer une harmonie dans l'écriture. Et c'est très fort. Enfin bref, je vous le conseille vraiment, c'est une super lecture. On l'a lu en lecture commune dans le cadre du Murder Party Challenge. Et franchement, je pense que 99% on est vraiment convaincu par ce livre. Voilà, l'update est fait. Je pense avoir tout dit sur ce livre. Dites-moi en commentaire si vous avez lu, est-ce que vous en avez pensé vous aussi. En attendant, je retourne à ma lecture. Alors, je m'étais dit que je lirais Un long, si long après-midi qui est sorti chez La Martinière le 4 mars. Mais en fait, je me suis dit que vu l'histoire de Un long, si long après-midi, où on est encore sur de ce qu'il me semble une histoire de ségrégation, je me suis dit que j'allais un peu changer de registre. Et du coup, j'ai sorti Fuir l'Éden d'Olivier Dorchamp, édité chez Finitude. Et je me suis dit, si je lis les 2 premières pages et que je suis bien dedans, je poursuis. J'ai lu les 2 premières pages, je suis bien dedans, et donc je poursuis. Et je pense que je vais pouvoir vous en parler un petit peu demain avant de clôturer le vlog. Voilà, et puis bien sûr, je termine La vie selon Hope Nicely. Voilà, il me reste 40 pages, donc je pense que je vais en venir à bout aussi aujourd'hui. Voilà, bon, j'espère que vous passez un bon week-end. Ici, il fait super beau, un air frais, mais un temps magnifique. Du coup, je vais peut-être lire un peu au soleil et je vous reprends ce soir ou demain. Et bonjour à toutes et tous, nous sommes dimanche matin et je voulais rapidement vous reprendre. Alors, je ne vais pas clôturer le vlog maintenant. J'aimerais en fait le clôturer cet après-midi en vous faisant un petit update de cette lecture puisque comme je vous le disais, il me reste vraiment mais pas grand-chose. Du coup, je pense le terminer cet après-midi. Non, mais je voulais surtout vous parler de cette lecture que j'ai commencée hier. J'ai lu une centaine de pages. Voilà, j'ai lu ça à peu près. Et comme je vous le disais, et je réitère ce que je disais, les éditions... Ah, pardon, je viens de recevoir un message important, il fallait que je le lise. Je réitère du coup ce que je disais précédemment, les éditions Finitude, c'est vraiment pour le moment un sans faute. J'ai lu plusieurs livres de cette maison d'édition, notamment les livres d'Olivier Bourdeau, donc En attendant Bojangles, Pactum Salis et Florida. Et en fait, franchement, c'est une maison d'édition. Je sais pas si je l'ai déjà dit, j'espère que je me répète pas, mais
En gros, dès que je vois qu'il y a une nouvelle parution, je regarde même pas en fait le résumé au dos, je prends, c'est-à-dire que j'ai une confiance absolue en leurs choix éditoriaux. Et là, encore une fois, vraiment, ça se vérifie. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître les éditions Finitude. Moi, je les ai vraiment découvertes grâce à Olivier Bourdeau et En attendant Bojangles, puisque c'est les seuls qui ont fait confiance à Olivier Bourdeau quand son manuscrit était refusé de partout. Et on sait ce que ça a donné. Je pense qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Mais du coup, voilà, avant, c'est vrai que je ne connaissais pas forcément les éditions Finitude. Et depuis Bourdeau, je suis quand même assez régulièrement ce qu'ils font. Et ils le font vraiment, vraiment très bien. Donc là, on parle de quoi? On parle de... Ah, j'ai un appel. Et je disais donc Fuir l'Éden. Donc Olivier Dorchamps, qui d'ailleurs a publié, je crois que c'était son premier roman, c'est ça, en 2019 chez Finitude, Ce que je suis, qui a remporté 13 prix littéraires. Je vous remets la couverture ici. Je pense que quand vous allez voir la couverture, enfin, ça va vous dire quelque chose, je pense. Donc du coup, là, de quoi il s'agit? On va suivre Adam, qui a 17 ans. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Je sais pas si on peut dire que c'est rigolo, mais en fait, il me semble que le prénom Adam, pour l'instant, n'apparaît absolument pas dans le roman. Je sais qu'il s'appelle Adam puisque c'est marqué sur la 4e de couverture. Et en gros, on suit Adam qui vit du coup dans un ensemble urbain qui ressemble un petit peu à ça, en périphérie de Londres, dans un endroit qu'on appelle l'Éden. Alors c'est assez... c'est assez drôle, c'est assez contradictoire et c'est assez surprenant d'appeler du coup une cité vraiment craignos l'Éden. Ça ne correspond absolument pas à l'image qu'on se fait de l'Éden en référence au jardin d'Éden, bien entendu. Ah, mais en fait, je viens de capter. Fuir l'Éden. Le mec s'appelle Adam et Ève. Ah, mais bon sang, le personnage de la fille dont il tombe amoureux, elle s'appelle Eva. Non, mais alors, en vous parlant de ce livre, je suis en train de faire des espèces de ramifications et des concordances d'idées. Donc, la cité s'appelle l'Éden, le personnage principal s'appelle Adam et tombe amoureuse d'une Polonaise qui s'appelle Eva. Jardin d'Éden, Adam et Ève. On y est. Génial. Ah, mais du coup, je vais continuer ma lecture en essayant de capter plus de symbolique que ça au final, que je n'avais pas capté avant de vous parler de ce livre. Du coup, donc on suit Adam, 17 ans, qui vit vraiment dans cet Éden, donc un quartier vraiment pourri où se côtoient la violence, la pauvreté, le chômage, les trafics de drogue, enfin vraiment la totale. D'ailleurs, la description que l'auteur fait de ce quartier vraiment nous place dans une espèce de réalisme assez flippant, vraiment quelque chose de poussiéreux qui sent la transpi, la bière. On imagine les couloirs des immeubles avec nos chaussures qui collent parce que l'alcool, parce que voilà, des immeubles qui sont pas nettoyés depuis des lustres. Et c'est vrai que dans la description qu'il fait au tout début de l'Éden, j'avais l'impression qu'il décrivait, je ne sais pas si vous connaissez près de Saint-Étienne, la ville de Firminy, il y a le Corbusier qui a fait un ensemble urbain assez dingue en fait, et il a construit un immense immeuble comme une petite ville en fait. Et j'étais allée le visiter parce que oui, en fait ça m'a fait penser à ça parce qu'au début il raconte que l'Éden en fait, donc bien entendu ne se côtoie que un petit peu les cas sociaux de la périphérie de Londres, mais qu'en fait, c'est un ensemble urbain qui est classé patrimoine architectural, quelque chose comme ça, et que du coup, de temps en temps, ils voient des touristes débarquer avec des appareils photos, alors que eux sont à côté en train de dealer du shit, de dealer de l'héros, etc. Donc il y avait un contraste assez dingue. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a fait penser à la cité du coup du Corbusier à Firminy, puisque pareil, c'est une cité et le bâtiment est classé. Alors, je pense pas qu'il soit classé. Je pense qu'il est classé monument historique pour le coup. Je pense pas qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense pas à ce point-là. Mais en tout cas, c'est un ensemble. Si jamais un jour vous avez l'occasion de le visiter, j'essaierai de vous mettre quelques photos. Mais
du coup, les couloirs de l'immeuble, en fait, des appartements, c'est des boulevards. Et il appelait ça d'ailleurs des boulevards ou des avenues, je crois. C'est vraiment super large. J'ai jamais vu des immeubles avec des couloirs vraiment larges à ce point. Il avait créé une école sur le toit du coup de l'immeuble. Et en fait, il avait vraiment conçu cet ensemble urbain comme une petite ville, en fait. C'est assez fou, c'est assez fou à voir. Et pareil, en fait, il y a un musée où du coup ils ont fait des coupes transversales de l'immeuble. Et en fait, on voit comment sont agencés les appartements et c'est un vrai jeu de Tetris. Enfin bref, je divague, mais en tout cas, voilà, si vous connaissez Firminy, si vous connaissez Le Corbusier, voilà, imaginez-vous un peu ce style architectural. Et du coup, Adam a deux super amis, il y a Ben et Pav. Pav est polonais, Ben est musulman. Et du coup, en fait, tous les trois gravitent dans ce monde et essayent un petit peu de s'en sortir, quoi. Donc lui, Adam, il a trouvé un petit boulot au sein d'une maison qui appartient à une petite mamie qui s'appelle Claire. Et en fait, il va lui faire la lecture 3 fois par semaine. On a Ben qui fait du graphe et qui est un artiste qui commence à avoir une bonne petite renommée. Et Pav, on ne sait pas trop ce qu'il fait en fait, à part voilà qu'il aide son père dans une société qui fait de la plomberie, de la maçonnerie, enfin un peu tout. Mais disons que c'est vrai que pour l'instant c'est un personnage assez effacé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Adam n'a plus que son papa en fait, puisque sa maman est partie du jour au lendemain. Elle a laissé donc Adam et sa petite sœur Lorraine entre les mains de leur papa qui l'appelle l'autre. Donc ce père n'a pas de prénom et voilà, c'est l'autre en fait. C'est on va dire plus son géniteur que son père, puisque c'est un homme qui battait sa maman, alcoolique notoire, qui reste le cul sur le canapé toute la journée, qui de temps en temps ramène des nanas, une nana différente par jour, enfin, qui pue la bière. On imagine le mec bedonnant, enfin, dégueulasse, quoi. Et du coup, voilà un peu le contexte dans lequel vit Adam, donc pas un super contexte. Il joue beaucoup aux jeux vidéo, il passe ses nuits à jouer aux jeux vidéo. En fait, j'ai la sensation que ce qui le maintient un petit peu hors de l'eau, c'est ses rendez-vous avec cette fameuse Claire, où du coup il redécouvre un petit peu la littérature grâce à elle et où il va lui lire des livres 3 fois par semaine. Et là j'en suis au moment donc, où il y a un événement qui fait que l'histoire s'enclenche, donc au tout début, où il est sur le quai d'une gare pour rejoindre du coup cette dame Claire. Et en fait il le voit le long de la rail sur le quai, il voit du coup une jeune femme, donc la fameuse Eva. Et plus ça va et plus il a la sensation qu'elle se rapproche du bord du quai. Et en fait ça va très très vite, mais ils se regardent tous les deux, elle se rapproche et elle va pour tomber sur les rails. Alors est-ce que perte d'équilibre, est-ce que tentative de suicide, est-ce que c'est vrai que c'est pas super clair, mais dans tous les cas Adam se précipite, la tire pour du coup la sauver. Elle s'enfuit et il reste avec son sac dans les mains. Et du coup les trois potes là sortent un peu tout ce qu'il y a du sac, téléphone et tout. Et donc du coup là pour l'instant on en est au moment où ils vont vouloir retrouver cette fameuse Eva pour lui rendre son sac. Et on sent clairement que Adam a eu un gros flash pour cette femme, cette adolescente. Alors on ne sait pas trop quel âge elle a encore, mais en tout cas il y voit un peu comme un calque de sa maman disparue, qui est du coup partie. Donc franchement, pour l'instant, j'adore parce que l'histoire file très vite. On n'a pas envie de s'arrêter. C'est une histoire vraiment consistante, vraiment très riche, qui marque en fait, qui est, comment dire, intelligemment construite. Et vraiment j'adore quoi. Toutes ces descriptions, en fait, on a un environnement qui vraiment campe le personnage dans quelque chose de
très sale, quoi, de très sale, de très malsain, et on se dit, est-ce qu'il va se sortir de ça? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir lui, mais à faire en sorte que sa petite sœur Lorraine, dont il s'occupe beaucoup, s'en sorte aussi? Enfin voilà, vraiment pour le moment, j'aime beaucoup et ça me donne très très envie de découvrir son précédent roman, donc Ce que je suis. Donc Olivier Dorchamps, vraiment pour le moment un grand bravo parce que c'est un roman extrêmement prometteur et je comprends pourquoi cet auteur a eu 13 prix littéraires parce que c'est un auteur de talent, quoi. C'est un auteur qui va pas faire la facilité, mais pour autant qui plombe pas non plus son écriture, qui plombe pas la lecture, qui nous plombe pas nous, mais qui écrit ce qui est sans en faire des tonnes, mais en étant juste. C'est la description juste, c'est pas l'excès, c'est pas le trop peu, c'est ni le pas assez, c'est le juste en fait. Et bref. J'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir commencé cette lecture. Et pour rappel, il est sorti le 3 mars dernier. Voilà, le 3 mars. Et du coup, c'est son deuxième roman. Donc franchement, si vous... Ah oui, voilà, c'est ça la couverture. Mais je vous la mettrai, mais... Vous n'allez rien voir en fait, c'est cette petite couverture, mais je suis sûre que vous l'avez vu circuler. Bref, si vous ne connaissez pas cet auteur, Olivier Dorchamps, encore un Olivier, est-ce que les Oliviers ont un talent prédisposé pour l'écriture? Si vous ne connaissez pas Olivier Dorchamps, allez-y. Si vous ne connaissez pas les éditions Finitude, allez-y. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai vraiment très envie de continuer ça. Je vais finir du coup là ce qu'il me reste. Comme ça, en même temps, je vous fais un petit update. Et je pense que c'est cet update de La vie selon Hope Nicely qui clôturera le vlog. Si il fallait que... Hop là, je vous parle de cette lecture commune, Rachel Kane, L'ombre de la menace, que nous commençons demain. En fait, on a été plusieurs pour le Murder Party Challenge à choisir cette lecture. Et du coup, forcément, on s'est dit, bah, ça pourrait être cool d'en faire une lecture commune. Alors, je sais que j'avais vu en vidéo l'avis de Sophie du Café des Livres, qui était... Ah, encore un message important. Qui était vraiment... son avis était fou et la façon dont elle en parlait. En plus, Rachel Kane, c'est vrai que c'est une auteure que je vois souvent passer dans les publications Instagram, dans les vidéos YouTube. Et ça commence par « Fuir ne sert à rien ». La vie sans histoire de Gina vole en éclats lorsque la police découvre un corps sans vie, pendu dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort, elle est acquittée. Mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière. Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants, mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. 4 ans ont passé. Gina vit à Stillhouse Lake, où elle commence enfin à baisser la garde, jusqu'à ce qu'un cadavre de femme soit repêché du lac. Bref, premier thriller pour adultes. Ah, et elle est l'auteur de séries pour ados. Ah, je savais pas ça. Bon, bref, voilà, on commence cette lecture commune lundi. Du coup, le programme, c'est finir ça aujourd'hui, vous faire un update, essayer de bien avancer entre aujourd'hui et demain pour du coup le finir en début de semaine. Et demain, je commence ça. Sachant qu'on ne s'est pas fixé de nombre de chapitres par jour, puisque en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on fait des lectures communes, à chaque fois, on se dit, voilà, on se cale 3, 4, 5 chapitres par jour. Mais au final, on n'arrive jamais à s'y tenir, le plus souvent parce qu'on dépasse le nombre de chapitres par jour, ou parce que, à contrario, on n'arrive pas à se caler dessus. Du coup, on s'est dit chacun à son rythme, et puis on verra comment on échange dessus, pardon. Voilà, je vais aller finir de préparer le déjeuner. Je vous reprendrai, alors pas cet après-midi parce qu'on a prévu 2-3 petites choses, mais sûrement en fin de soirée. Et puis il faut que je finalise le montage aussi.
accessoirement. Voilà, j'espère que votre week-end se passe bien et je vous reprends en fin de journée. Et bonsoir à tous, comme convenu, dimanche fin de journée, je reviens avec une lecture terminée, La vie selon Hope Nicely de Caroline Day. Je vous ai dit que voilà, très certainement je le terminerai aujourd'hui, c'est le cas. Du coup je vais clôturer le vlog avec mon avis définitif sur cette lecture. Vous savez que c'est une lecture qui a été un peu compliquée. Pour rappel, ce livre est édité dans la collection Instant suspendu aux éditions Archipel. Il s'agit de Hope, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui malheureusement est atteinte de... À chaque fois je perds le nom, mais en gros ça... Ah, j'ai perdu le nom. En gros, sa maman, pendant la grossesse, buvait énormément. Et du coup, Hope Nicely a été victime dès sa naissance de cet alcool qui a continué à couler dans les veines de façon excessive pendant que voilà, sa maman l'attendait. Et du coup, Hope est une jeune fille qui a beaucoup de mal à sociabiliser, qui a du mal à mettre un peu d'ordre dans ses pensées, qui a du mal à interagir au quotidien et qui clairement ne sait absolument pas gérer ses émotions ni les émotions des autres. Du coup, voilà, on est face à vraiment... je crois que c'est de l'alcoolisme fœtal. Non, c'est pas ça. Bref, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre exactement le nom là sous la vidéo. Et du coup, on commence le roman où Hope Nicely décide, donc elle a été aussi abandonnée à la naissance par sa maman et elle a été recueillie par Jenny Nicely qui l'a recueillie. Du coup, elle était tout bébé, elle a été laissée dans une boîte en carton au pied d'une église. Et en fait, au début, donc Hope Nicely a décidé d'intégrer un groupe d'écriture pour raconter et écrire son autobiographie. Et elle est persuadée qu'en faisant cela, elle va retrouver sa mère, biologique, pardon, qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas l'identité, enfin dont elle ne connaît absolument rien. Comme je vous le disais, c'est vrai que je pense que j'ai commencé ce roman il y a 3 semaines et ça a été vraiment en dents de scie. Je l'ai pris, je l'ai relâché, j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Je trouvais qu'on tournait vraiment trop au début autour de ce groupe d'écriture et je me suis dit si on a plus de 300 pages, presque 400 pages juste sur Hope Nicely qui écrit son autobiographie grâce à son groupe d'écriture, on va un peu se lasser et au final vers la 100e et quelques pages il y a un événement dans la vie de Hope Nicely qui fait que d'un coup le roman chavire vers toute autre chose. Donc je ne vais pas vous relater cet événement. Toujours est-il que c'est quelque chose qui va changer considérablement la vie de Hope Nicely. Après voilà, ça reste malgré tout, malgré ce petit rebondissement à la 100e page qui a relancé la lecture, ça ne va pas rester une lecture marquante pour moi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs, que le roman méritait d'être un petit peu plus court pour ne pas du coup lasser le lecteur. Surtout que, comme je vous le disais précédemment, l'écriture est à la première personne. Du coup c'est Hope Nicely qui raconte son histoire et qui le raconte forcément de la façon dont elle parle et dont elle interagit au quotidien, ce qui fait que du coup l'écriture est très étrange, très longue, très hachée. En fait c'est ses pensées, elle parle telle qu'elle pense et elle pense en même temps qu'elle parle, enfin. Et je pense que c'est la façon aussi dont interagissent les personnes qui sont atteintes de ce souci d'alcoolisme fœtal, si on peut appeler ça comme ça. Du coup voilà, c'est particulier, il faut s'habituer à l'écriture. De temps en temps on s'y habitue, on l'oublie parce qu'il y a des dialogues et il y a des interactions avec d'autres personnages. Mais c'est vrai que c'est quand même principalement vraiment l'écriture de ce... C'est principalement du coup l'écriture. Désolée, hein, j'ai mon petit garçon qui est dans le bain, c'est l'éclat total. Comme d'habitude, fin de journée, en plus on est allé voir un spectacle, donc il est un petit peu content. J'espère que vous m'entendrez quand même pas mal. Ah oui. Il est en forme quand même. Du coup voilà, c'est vrai que c'est un style d'écriture, il faut s'y habituer, il faut se l'apprivoiser et c'est pas simple à certains moments quand il y a justement
des longueurs. Voilà donc pour l'avis de Open Nicely. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si du coup vous le lirez. Je pense publier ma chronique sur Instagram la semaine prochaine avec la chronique d'Alabama 1963 et j'en ai une autre ou pas, bon je ne sais plus. Et sûrement, ah bah si, sûrement Fear l'Eden que à mon avis je vais finir très rapidement. Voilà, sur cette update lecture, je vous laisse. Je vais tracer à mes autres missions maternelles et du quotidien. Et je vous reprends dès demain pour une nouvelle semaine de vlog.